Qu'il soit issu du monde politique ou de la société civile, le service de la rédaction de Pulsar accueille un invité, un homme ou une femme qui fait l'actualité. Je suis un démocrate, mais au sens pur du mot, la vraie démocratie. Ce n'est pas celle que nous avons l'habitude de voir où c'est de la corruption. Et j'espère que vraiment, nous trouverons une solution pour que les institutions puissent être fortes et que les hommes ne viennent pas à chaque fois chambouler cela. Je suis pour le fait que la jeunesse soit compétente. Je suis pour le fait que la jeunesse prenne du temps aussi d'apprendre. Je suis aussi pour le fait qu'on puisse démontrer qu'on mérite notre place parce qu'on peut faire aussi. Gros Plan, c'est aussi de l'interactivité avec la possibilité pour les auditeurs de Pulsar de poser directement leurs questions à l'invité du jour. Il faut qu'on soit sincère dans ce débat. Quand vous finissez vos enquêtes-là, à qui vous remettez ces dossiers? Toujours les enquêtes en cours, mais jamais de résultats. Est-ce qu'il ne peut pas prendre une grande décision afin que l'autosuffisance alimentaire soit une réalité dans notre pays? Gros Plan, à partir de 8h, sur Pulsar 94.8. Salut à tous et toutes, bienvenue sur les ondes de Radio Pulsar, la 94.8 pour l'émission Gros Plan. C'est tous les samedis entre 8h et 9h. Je suis Lido Tierno, je me fais le plaisir d'être avec vous, comme je le dirais, et de commenter l'actualité avec des invités ici en studio. Ce matin, nous sommes focalisés sur un thème très important. Il s'agit bien sûr de la question du terrorisme. Vous savez que notre pays, le Burkina Faso, est confronté à ce phénomène depuis plus de 7 ans. Et le combat continue sur le terrain. Et dans ce combat, le plus important, c'est bien sûr la collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Dans tous les discours, on dit qu'on pourra gagner cette guerre si les populations acceptent de collaborer. Et on sait qu'entre souvent les populations, notamment rurales, et les FDS, il y a une petite méfiance, même avant le terrorisme. Donc, il y avait la peur de la tenue militaire, comme on le dit, alors qu'aujourd'hui, ces populations qui sont défendues par les FDS n'auront leur salut qu'en collaborant de façon intéressante avec les forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, nous avons avec nous une structure qui essaye de faire un travail dans la région du Sahel pour l'amélioration de la collaboration entre les FDS et les populations dans la lutte contre l'insécurité. Avec cette structure, nous allons échanger sur ce qu'ils font et vous les auditeurs, vous connaissez le concept de cette émission, c'est-à-dire que vous nous appelez sur le 79 08 31 31 ou le 25 37 00 51 pour poser toutes vos questions. En attendant, on va commencer bien sûr à échanger avec cette structure pour qu'elle nous situe sur ce qu'elle fait. Ensuite, vous aurez de la matière pour pouvoir intervenir et leur poser toutes les questions que vous voudriez. Bonjour à mes deux invités qui sont ici en studio. Bonjour. Voilà, Monsieur Abdul Wahab Semdi, vous êtes chargé d'études et Abdel Kafando, vous êtes assistant technique du Centre pour la qualité du droit et la justice. La première question, d'abord, c'est vrai, présentez-nous votre structure, d'abord. Merci beaucoup, Monsieur Tierno. Bonjour à tout le monde. Bonjour aux auditeurs de la radio Pulsar. Je suis du Centre pour la qualité du droit et la justice, qui est une organisation de défense des droits humains, qui ambitionne de faire du droit un instrument de changement social en communiquant autour de la règle de droit qui n'est pas accessible aux populations à l'observation. Aussi en menant un certain nombre de plaidoyers auprès des autorités parlementaires et gouvernementales pour l'amélioration des textes de loi, pour qu'on ait des textes de loi plus respectueux des droits humains et conformes aux standards et aux instruments juridiques internationaux prévoyant les droits humains. Ok. Monsieur Abdel Kafando. Abel Kafando, hein. D'accord, Abel Kafando, là je ne me trompe plus. Hein. Alors, un assistant technique, son rôle c'est quoi dans cette structure? Ok. En tant qu'assistant technique au Centre pour la qualité du droit et la justice, donc, j'appuie donc le chargé d'études dans les activités de conception de projets, les conceptions donc d'études sur le terrain. Et de façon plus globale, donc je l'appuie dans ces tâches. Voilà, mais bon, il arrive que donc des fois qu'on me confie la supervision donc de certaines activités. Oui. Alors, Monsieur Abdul Wahab SM2, généralement on parle d'un constat. Quand on fait un constat, on se dit qu'il y a un problème ici et on essaye de trouver des solutions. Quel constat avez-vous fait dans la lutte contre ce terrorisme
en parlant bien sûr de collaboration entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Et là, nous allons circonscrire la chose à la région du Sahel. Quel constat vous avez eu à faire? Alors, le constat, il est clair. Hein. On a observé depuis le début de la crise qui frappe le Burkina Faso que beaucoup de problèmes qui sont relayés par la presse qui concernent le manque de collaboration entre les populations et les FDS qui sont censés sécuriser les populations. Or, il est chanté dans tous les discours que, en dehors de cette collaboration, il est impossible de mener à bien les activités de sécurisation. Nous étions sur le terrain au Sahel, on a compris que cet esprit de méfiance entre les populations et les FDS est clair. Parce que quand on observe l'attitude, quand on observe les discours des populations, on sent une certaine distance entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Parfois, c'est justifié par une distance même observée par ces forces de défense et de sécurité. Parfois, il arrive que ces populations se disent victimes d'un certain nombre de pratiques qui sont contraires aux standards en matière de protection des droits humains. Donc ce sont des frustrations aussi qui alimentent cette méfiance et qui créent cette distance entre les populations. Or, nous souscrivons avec les autorités qui pensent que sans cette collaboration, il est impossible de gagner la guerre contre l'insécurité. Oui, alors justement, l'assistant Abel, vous voulez dire quelque chose? Je voudrais donc ajouter par rapport à ce qu'il a dit, donc le constat qui est fait qu'il y a cette méfiance entre les forces de défense et de sécurité. Et cette méfiance, on s'est dit, ça peut du tout être dû à quoi? On a constaté également que il y a une certaine méconnaissance mutuelle entre les populations et les civils, surtout aux nouvelles missions qui sont donc dévolues aux forces de défense et de sécurité sur le terrain. Donc, et particulièrement avec les forces armées où avant la crise, elles n'étaient pas au contact direct de la population. Mais avec cette crise, on voit que c'est elles qui sont donc au front, donc au devant et en face des populations. Et vu qu'il y a cette méconnaissance, ça crée donc comment je vais dire, il y a des écarts de compréhension et ça complique la conduite de leurs actions sur le terrain. Okay. Voilà. Donc le constat ayant été fait, donc vous avez identifié le problème étant l'interface, je peux dire, entre les FDS et les populations. Donc vous êtes en contact avec les populations et les FDS. Quelles sont donc les activités que vous avez développées sur le terrain? Alors c'est vraiment de dire que le problème il est grand. La problématique elle n'est pas nouvelle, hein. Mais pour nous, c'est QDJ qui ambitionnons de travailler avec la règle de droit. On a voulu appréhender le problème sous l'angle de l'accès à la justice pour les victimes d'abus dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. On sait que dans le cadre de la mobilisation de l'outil militaire, l'action de l'État peut connaître des victimes, faire des victimes collatérales, qui peut amener ces victimes-là à se replier sur elles-mêmes et à, malheureusement, comme on le dit souvent, à être en dehors de la République, parce que non seulement vivant cette frustration, ces personnes-là n'ont pas d'institutions vers lesquelles elles peuvent s'adresser pour obtenir réparation de leurs préjudices. Donc on voit finalement, le constat est que finalement on se rend compte que l'action de sécurisation peut créer des effets pervers et entraîner contrairement à ce qu'on veut, certaines populations à rejoindre les camps de ceux qui sèment l'insécurité. Donc pour nous, CQDJ, il s'agit de faciliter l'accès à la justice pour les populations se disant victimes de l'action militaire, pour que ces populations se rendent compte que elles sont toujours dans la République et elles peuvent avoir accès à des institutions qui peuvent reconnaître le tort à elles causées par les forces de défense et de sécurité ou les supplétifs, et aussi entamer des procédures pour que la personne puisse se sentir réparée dans son droit.
Donc c'est ça l'approche du CQDJ. Il consiste à faire en 3 choses. Nous organisons des activités de mobilisation sociale pour que les populations soient sensibilisées déjà sur les concepts de collaboration, de rapport entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Nous appuyons aussi des organisations de la société civile au niveau local pour faire ce travail de conduite des activités de mobilisation sociale. Et nous appuyons ces organisations locales de la société civile dans le monitoring des droits, l'identification des cas d'abus, c'est-à-dire la documentation des cas d'abus. Pour pouvoir porter un cas vers une institution, il faut vraiment documenter le cas, et nous appuyons ces organisations-là. Et nous appuyons aussi ces organisations dans l'assistance juridique et judiciaire aux victimes. Alors, pour l'expérience du Sahel, il faut noter que c'est un programme que nous mettons en œuvre avec l'appui financier de l'Union européenne et l'appui technique et de l'Institut danois des droits de l'homme, basé à Genève, et qui a une représentation ici à Ouagadougou. Donc bon, nous profitons de votre micro pour leur dire merci, et nous implémentons ce programme-là sous l'angle donc de l'accès à la justice. Je ne sais pas si mon collègue veut ajouter quelque chose. Oui, non, justement, je voulais poser cette question. Est-ce que vous avez des échanges aussi avec les forces de défense et de sécurité? Ah oui. Dans le cadre de nos activités, nous avons pensé ce qu'on appelle des journées d'immersion professionnelle, où nous avons fait le constat que les organisations locales de la société civile et les forces de défense et de sécurité au niveau de la région ne se parlent pas assez. Et il s'ensuit un certain nombre d'incompréhensions, notamment, le collègue l'a dit, sur les missions, les rôles de tout un chacun. Parfois, la société civile locale est vue comme une force dénonciatrice qui empêche les forces de défense et de sécurité à faire le travail. Non, nous avons voulu travailler à rapprocher ces forces-là et à en organiser ce qu'on appelle des journées d'immersion professionnelle, où nous avons contacté les forces de défense et de sécurité et les populations, où nous partons avec les représentants des organisations locales de la société civile dans les locaux des forces de défense et de sécurité pour des entretiens et pour que chacun puisse expliquer ses rôles respectifs, mais aussi son rôle respectif, mais aussi et ensemble identifier les difficultés de la collaboration et suggérer des pistes et des recommandations. Nous l'avons fait avec les militaires, nous l'avons fait avec la police nationale, nous l'avons fait avec la gendarmerie, et nous sommes vraiment fiers de cette approche-là et qui connaît ses résultats, quoi. D'accord. Alors, avant que Abel ne puisse parler, je rappelle aux auditeurs que maintenant ils peuvent composer les différents numéros, le 79 08 31 31 ou le 25 37 00 51 pour poser toutes questions à nos invités. Abel, on vous écoute. Voilà. Donc, pour ajouter à ce que M. Semdé a dit, par rapport à aux journées d'immersion professionnelle, nous avons vu que c'est une véritable expérience. Et lors des échanges, on a constaté effectivement qu'il fallait ça. Donc pour faciliter les échanges entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Et les forces de défense et de sécurité, donc celles-là que nous avons eu à rencontrer, ont exprimé leur satisfaction et en même temps profiter, faire savoir ce qu'elles aussi elles font donc, de leur côté pour faciliter donc, le rapprochement entre elles et les populations. D'accord, Abel, on va revenir à vous dans quelques instants parce qu'il y a un auditeur déjà positionné. Le temps de l'écouter, il va vous poser des questions, vous notez ces questions, ensuite vous allez lui répondre. Hein. Allô? Bonjour, monsieur Ludo Terno. Oui, bonjour, monsieur Daouda Sawadgo. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur CQDJ. Oui, bonjour, monsieur. Je prononce bien ou bien? Oui, c'est bien ça. CQDJ. Merci beaucoup. D'abord, je vous remercie d'être dans notre émission. Merci. Et puis, je loue aussi votre action. Sincèrement, elle est noble et puis vraiment vitale. Merci. Mais j'avoue que c'est la première fois que j'entends le nom de cette association, si vous voulez, organisation. Maintenant, voilà, j'ai suivi un peu votre combat, entre autres l'amélioration des textes de loi juridiques dans notre pays, ainsi que les rapports entre FDS avec les citoyens. Mais moi, je donne mon avis rapidement.
Bon, vous parlez de la collaboration des populations avec les FDS. Vous savez qu'au début du terrorisme, les populations s'étaient donné la mission de renseigner les FDS. Ensuite, elles étaient tuées après. Maintenant, les populations posent la question à savoir d'où vient la fuite, ou bien elles n'ont pas été vendues. Ce qui a amené la méfiance. Aujourd'hui, des ponts ont été dynamités. Et le régime actuel dit aux populations de les aider à sécuriser ces ponts. Mais c'est du CQDJ. Si moi je suis dans un village environnant proche d'un pont, je suis main nue, je n'ai pas été formé, je n'ai rien comme arme. Et des terroristes viennent, ils attaquent même des bases militaires. Et nous, petit village à côté, même si nous sommes, on nous dit de veiller à la sécurisation d'un pont. On va sécuriser ça comment? Les gens qui viennent par centaines. Même si les villageois s'organisent, allô? On vous écoute parfaitement. Même si les populations s'organisent pour protéger ce pont, face à des centaines de terroristes, vous faites comment? Et je continue alors d'abord pour dire que vous parlez de la justice, des lois de justice. L'ex-président Blaise Compaoré est venu ici. Il a été reçu avec des honneurs à la présidence, alors qu'il a été condamné à perpétuité. Maintenant, comment vous voulez que les populations croient encore à la justice et aux autorités? C'est ça le problème. Maintenant, je termine en disant que au Mali, vous savez qu'il y a eu une attaque hier. Les populations environnantes ont été tellement fortes. Alors que vous ne pas face à un responsable des organisations, la société civile, le président, en entendant de mots, il dit que celui qui veut, si le jeune veut faire son coup d'État et faire son programme. Ça, ce n'est pas unificateur. Et quand vous dites aussi que lui, qui s'est battu pour la chose, c'est pour lui la chose. Ce n'est pas unificateur. Bon, ça c'est entre parenthèses. Je félicite votre action et je vous encourage et je vous dis que je demande aux autorités de tenir des discours rassemblants au lieu de tenir des discours tendant à faire savoir que c'est eux qui ont conquis le pouvoir et c'est eux seuls qui décident. À ce moment, les populations se replient sur elles parce qu'elles estiment que si nous devons tirer, nous tirerons tous parce que les gars ont pris le pouvoir, c'est eux le pouvoir. Bref, merci beaucoup. Merci Daouda Sawargo, mais avant que il ne vous réponde, je vais vous faire peut-être une toute petite remarque qui est très valable pour nous tous d'ailleurs. Il faudra qu'on fasse la nuance entre le pouvoir et notre armée qui est en train de combattre le terrorisme parce que les pouvoirs y passent, mais vous voyez par exemple si on prend même le cas du terrorisme, on l'a eu avec sous Roch Marc Christian Kaboré, le pouvoir de Roch Marc Christian Kaboré est parti, mais le terrorisme est toujours là et nos militaires sont toujours là en train de combattre. Donc il faut vraiment faire la part des choses entre le pouvoir et l'armée qui est en train de combattre le terrorisme sur le terrain. Voilà, je pense bien peut-être que après vous allez répondre à ces questions. On prend ce auditeur aussi, vous allez noter les questions, ensuite vous allez tout répondre. Allô? Bonjour, monsieur Dido. Oui, bonjour, monsieur Aziz. Aziz Kanon. Oui, Aziz Kanon. Notez. Rapidement, une petite parenthèse. Dido, vous m'avez coupé la dernière fois 2 fois. Ah bon? Mais je ne tiens pas compte. Non. Je vais couper 2 fois dans l'intervention là. Mais je ne tiens pas compte. Je vais vous faire une petite remarque, Aziz. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est moi, je me réalise et c'est moi, je parle. Mais dans la semaine, j'avais un réalisateur. Donc, c'est lui qui vous a coupé, pas moi. Ah, ok. Voilà. Ok, donc on va rapidement au sujet. Okay. Bonjour aux invités. Bonjour. Vous voulez qu'on parle franc, sous réserve que ce que je vais vous dire vous touche, je dirais en ce qui me concerne que d'abord la position géographique de votre démarche est mal localisée. Secondo aussi, je la trouve un peu aérée conceptuellement de nos jours. Je vais faire un petit commentaire avant de vous poser 3 questions. Et puisque votre démarche c'est pour sensibiliser dans l'esprit de la population et faire une sensibilisation juridique d'approche de la population au FPS. Alors que vous êtes sans ignorer que depuis l'Antiquité, les forces de l'ordre que vous voyez là se sont fait une effigie de la loi de Siegfried qui dit que le prince doit se faire craindre plutôt qu'aimer. Dès que
la force de l'ordre apparaît, le citoyen se cache. Et vous connaissez le milieu où vous êtes, surtout la région où vous avez choisi. Voilà pourquoi je parlais que la localisation même n'est pas appropriée. Le peuple, pour qu'il accepte vous croire, il ne suffit pas de le démontrer par A plus B seulement. Il faut qu'il sente que vous-même, vous êtes dans le tembo, comme les musiciens aiment le dire. Alors que ce n'est pas chose facile. Maintenant, la question que je vais vous poser, votre structure, l'objectif de votre structure, de nos jours aujourd'hui, dites-moi combien de cas situationnels vous avez défendus au niveau d'un commissariat ou d'une gendarmerie dans le cadre de votre démarche. Parce que tout va partir de là. Si vous me répondez, je vais revenir pour ne pas prendre beaucoup de l'antenne. D'accord. Merci à vous, Aziz Canon. On va voir s'il y a un troisième et dernier sur cette première liste pour vous poser des questions. Comme vous êtes en train de noter les questions, vous aurez du temps pour pouvoir répondre aux différentes interpellations de nos auditeurs sur le 79 08 31 31. Mais bon, donc je vous passe la parole pour que vous puissiez répondre déjà, parce que ceux qui ont appelé ont déjà posé beaucoup de questions. Donc, Monsieur Semdé. Ok. Le premier intervenant est revenu sur un ensemble d'obstacles qui peuvent constituer des obstacles à la collaboration au rapprochement de façon générale entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Effectivement, M. Lido, vous faites bien de dire qu'il faut distinguer le pouvoir en place et l'armée, qui est une institution républicaine avec des missions précises, qui est celle de la sécurisation des populations, la défense des frontières et la sécurisation des populations dans leurs biens et leurs personnes. Mais ce qui est intéressant dans ce qui est dit, c'est le discours. L'idée qu'on se fait de la force de défense et de sécurité qui tient un discours qui l'éloigne de la population ne constitue pas certainement un facteur de rapprochement. Il faut que dans le discours aussi, celui qui a pour rôle de défendre la population soit d'une certaine proximité. C'est pour ça qu'il y a certaines études qui prônent que les agents de la force de défense et de sécurité dans une localité parlent au moins la langue et s'habituent un peu aux pratiques culturelles de la communauté pour avoir l'idée ou pour vraiment être proche des populations, quoi. Nous prospectons une étude, en tout cas des réflexions sur la donne culturelle et la collaboration civilo-militaire. On a des outils à la disposition de nos points focaux dans le cadre de notre programme qui permettent d'observer comment est-ce que les agents, dans leur façon d'interagir avec la culture de la communauté, peuvent se rapprocher davantage ou s'éloigner des communautés, quoi. Donc c'est ce que je pouvais dire comme commentaire sur le premier intervenant. Je ne sais pas si Abel a quelque chose à dire. Non, c'est bon. Sur le deuxième intervenant, notre approche et notre intervention est mal localisée. Le prince doit se faire craindre. Oui, en fait, on est dans un contexte, on est dans un contexte d'état de droit. C'est vrai que ça fait débat depuis le coup d'état de savoir si on est dans un état de droit ou pas. Mais la Constitution étant rétablie, nous avons toujours des textes en vigueur. Nous considérons comme nous sommes dans un état de droit. On n'est pas dans un état policier où il ne s'est pas organisé et que c'est la force qui doit se faire prévaloir. État de droit signifie que les rapports entre les administrés et les gouvernants sont régis par des textes et que le gouvernant dans ses pratiques doit respecter les textes prévus. C'est vrai que c'est l'autorité de façon générale qui produit ces textes, mais ces textes aussi, les autorités doivent se sentir soumises à ces textes. Donc c'est dans cette logique-là qu'il est prévu des institutions pour encadrer ou recadrer le comportement des
des forces de défense et de sécurité, ce n'est pas une question de démonstration de force, mais une question d'institution prévue par nos textes qui prévoit que lorsqu'un individu est touché dans ses droits, qu'il puisse saisir des institutions pour réparation. Donc c'est dans cette logique-là que nous nous inscrivons, nous inscrivons dans notre action. Voilà, mon collègue va compléter ça. Voilà, donc je vais ajouter donc quelque chose à propos donc de ce que M. Semda a dit. Le constat que vous avez fait, effectivement, c'est vrai, et je dis que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle que nous intervenons, voilà, donc dans cette zone. Et il faut forcément renverser la tendance et amener donc les forces de défense et de sécurité à comprendre que leur présence, c'est d'abord servir, voilà, donc les populations, être au service de la population. Donc c'est vrai que dans l'historique même donc de la constitution de nos forces de défense et de sécurité, on le sait depuis l'époque coloniale, il n'y a pas toujours eu donc de vrais changements, mais c'est maintenant que ce changement-là doit s'opérer et amener donc les forces de défense et de sécurité à comprendre exactement que leur premier rôle, c'est la sécurisation donc des personnes et de leurs biens, donc la défense donc du territoire. Et aux populations de comprendre que cette mission donc de sécurisation ne relève pas uniquement que de ces forces de défense et de sécurité. Il faut une coproduction donc de la sécurité. La sécurité. Voilà. D'accord. Voilà. Et donc il y a une question. Avant de répondre à cette question, il y a un auditeur qui attend depuis longtemps. Pour ne pas trop le faire attendre, on l'écoute, après on revient à vous. Allô? Allô, bonjour, monsieur Louis de Tierno. Oui, bonjour, monsieur Sawadou. Je crois que nos invités n'ont pas répondu à ma question. Allô? Oui, on vous écoute parfaitement, allez-y. Je veux savoir, est-ce que le fait que l'ancien président Blaise Compaoré, qui est sous le coup d'une condamnation à perpétuité, est revenu sur base et reçu? Vous dites, est-ce que Allô? Oui, on vous écoute, allez-y. On est venu ici au Burkina Faso, reçu avec les honneurs, sans être inquiété, alors qu'il a été condamné à perpétuité. Est-ce que ça, là, ça contribue à réconcilier les Burkinabés avec la justice de notre pays? Vous n'avez pas répondu à ça. Ensuite, maintenant, je termine rapidement en disant que vous avez parlé de la collaboration des populations. Monsieur, est-ce que vous pouvez collaborer les menus? Admettons que 10 terroristes avec des armes déguerpissent 50 000 personnes dans lesquelles il y a des bras valides. Il y a plus de 15 à 20 000 jeunes qui sont là-bas. Ils sont 10 seulement, ils les font déguerpir. Vous connaissez quoi? C'est pas qu'ils soient armés. Ils sont armés, ils savent tirer. Donc les populations peuvent collaborer comme les menus. Maintenant, je termine en disant, je ne fais pas d'amalgame entre régime et armée. L'armée, c'est le peuple. L'armée, c'est une institution de notre peuple. L'armée est éternelle. Voilà. Et tout le monde est dedans. Mais le régime, c'est passager. Le MPC est un régime comme le FPP, CDP et tout. Bien qu'ils soient venus par un coup d'État. Je ne fais pas d'amalgame entre un régime et l'institution armée. L'institution armée est une partie du peuple. Les régimes passent et repassent. La preuve est qu'on sommes à 9 présidents, non? Et plus de 10 régimes, si vous voulez. Oui. Donc je ne fais pas d'amalgame. Mais maintenant, ça me répond par rapport au déni de justice lié à l'arrivée de l'ancien président. Vous luttez pour la justice, la loi et tout. Aujourd'hui, là, lui, il est venu. C'est un symbole fort d'impunité dans notre pays. Je termine la finale en disant que je crois qu'il y a 2 collaborateurs de l'ancien Premier ministre qui ont été interpellés pour des questions de gestion à leur temps. Mais on est dans le déni de justice. Pourquoi les appeler eux pour les demander? Oui, alors, monsieur Sawargo, voilà, quand je parlais un peu d'amalgame, vous savez je voulais simplement dire qu'il y a des décisions politiques d'un côté et de l'autre côté. Je vais vous parler de quelque chose sûrement que vous avez eu à lire dans les journaux. Vous avez appris qu'en 2020, pour les élections, des terroristes qui étaient dans des prisons au Burkina ont été libérés. Est-ce que vous avez eu cette information? J'ai eu cette information, j'étais contre. Justement, quand vous avez cette information,
est-ce que vous pouvez dire, parce que tout simplement des terroristes ont été libérés pour préparer les élections, est-ce qu'aujourd'hui on doit libérer par exemple tous les terroristes? C'est pour ça que je vous dis, la décision politique souvent, il ne faut pas peut-être la confondre à ce que nous on doit faire. Aujourd'hui, notre rôle c'est avec nos FDS, avec toute la population burkinabé, c'est de bouter le terrorisme hors de nos frontières. Donc maintenant, s'il y a des décisions politiques aussi qui sont prises, je pense qu'il y a des cadres dans lesquels ces décisions peuvent être peut-être discutées. C'est ce que je veux dire. Monsieur, je termine rapidement parce qu'il y a d'autres qui veulent intervenir aussi. Oui. Je dis simplement que tout ce qui est contraire au vivre ensemble et à la sécurisation de notre pays doit être condamné. Comment vous allez libérer les terroristes pour pouvoir faire des élections? Ils ont fait les élections, est-ce qu'ils ont fait un an? Il faut condamner ça. Je dis, on condamne d'abord ce que les régimes ont fait qui est mauvais et on continue. Moi, je n'approuve pas cette manière de libérer des terroristes pour pouvoir faire des élections, les gagner et rester au pouvoir. Ça, je suis contre. Maintenant, je dis que les décisions des politiciens doivent être en faveur du peuple. Je termine rapidement, M. Luricha, j'ai dit une petite minute. Le Premier ministre anglais, lors du Covid, là, il a fait des fêtes à sa résidence. Ensuite, je crois qu'il a fait des vacances payées par un entrepreneur, ça dépassait pas 10 millions de francs CFA. Il est obligé de démissionner, c'est ça la République. D'accord. Donc, normalement, l'ex-président Roch Kaboré devait être traduit à justice pour avoir libéré les terroristes. Pour faire des élections, c'est pas bon. D'accord, on vous a parfaitement entendu et ils vont répondre aux questions. Oui. Vous les avez interpellés. Oui, est-ce qu'on peut collaborer les menus hein? Je vais commencer par ça. En fait, il faut distinguer moi je distingue les auxiliaires de sécurité, ceux qui s'impliquent dans la lutte armée et les populations. Bon, il y a beaucoup de formes de collaboration, ne serait-ce que dans le renseignement humain. Dans les rapports de proximité avec les forces de défense et de sécurité, les populations aident beaucoup, notamment dans le renseignement, la question du renseignement humain. Donc, informer, être protégé et tout. Ce sont des logiques de collaboration qui existent, et c'est quand on parle de collaboration, avant même d'impliquer les auxiliaires de sécurité tels que les VDP, les groupes d'autodéfense, c'est de ça qu'il s'agissait en fait. C'était reposé principalement sur le renseignement humain et voilà, donner l'information aux forces de défense et de sécurité censées sécuriser. Donc, rapidement sur cette question, bon, pour le cas de l'ancien président Blaise Compaoré, on est dans un contexte où vraiment ça fait vraiment débat. Si on s'inscrit dans le cadre strict de la question de la justice, évidemment, c'est une décision de justice dont l'exécution semble pour le moment compromise, puisque la personne a foulé le sol sans qu'il n'ait été demandé sans que le juge d'application des peines n'ait entamer les procédures pour l'appréhender et faire purger sa peine. Mais reconnaissons le contexte. On est dans un contexte où les autorités sont en train de parler de réconciliation nationale. On n'est pas arrivé à définir concrètement le problème. Il y a beaucoup de débats et tout. Mais je conviens avec vous que si on est vraiment dans une logique d'état de droit et d'égalité entre les citoyens, c'est dommage qu'une personne qui soit condamnée ne puisse pas purger sa peine alors même qu'elle foule les pieds sur le territoire national. Donc, on va être honnête sur cette question comme ça. Voilà, et moi je voudrais ajouter quelque chose donc, à propos de collaborer à menu. Donc, je voudrais donc faire savoir que quand on parle de la collaboration, et comme M. Semdé l'a dit, c'est pas dire combattre avec les armes aux côtés des forces de défense et de sécurité. Parce que le citoyen où qu'il soit, quoi qu'il soit, donc dans sa situation, dans sa position sociale, doit toujours être à mesure d'apporter quelque chose, voilà, et à ce que donc cette lutte contre l'insécurité là puisse être un succès. Donc ce qui veut dire que c'est pas forcément avoir les armes.
qu'on va dire que vous êtes en train de collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Donc il y a ce qu'il disait tantôt, donc le renseignement humain. Donc il y a toute une panoplie donc, de possibilités donc, qui est offerte aux populations civiles de pouvoir collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Donc il y avait une autre question aussi donc, par rapport au nombre de cas que nous avons déjà assistés. D'abord, il faut savoir que cette assistance ne se fait pas uniquement du côté des commissariats et autres, mais un peu donc, avec tous les services étatiques. Je peux parler donc des services de l'armée, donc de la police et de la direction régionale des droits humains. Et donc pour dire de façon très brève, et à nos jours, nous sommes à plus de 100 cas. Donc nous avons pu apporter une assistance juridique qui a consisté donc tantôt à des orientations, tantôt même donc aider les victimes à obtenir une réparation auprès donc de ces autorités là. Voilà. Ok. On vous a parfaitement entendu. Alors, c'est vrai que vous êtes situé, cet exercice, si je peux le dire, vous le faites dans la région du Sahel, mais votre structure se trouve ailleurs aussi au Burkina Faso, parce qu'il faudra dire ça à Aziz Kano pour qu'il comprenne mieux. Oui, c'est en fait, cette expérience même au Sahel, là, on l'a expérimenté d'abord dans la région de l'Est. De l'Est. Voilà, on a commencé cette expérience, cette façon de nous appuyer sur des organisations de la société civile locale là, pour faire le monitoring et assister les victimes là, dans la région de l'Est, à travers ces 5 provinces. Et on a des résultats. C'est grâce à ces résultats-là qu'on a voulu faire une sorte de mise à l'échelle dans la région du Sahel. Ok. Voilà. Il y a un auditeur au téléphone, on le prend. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, la dernière fois que je viens comme ça. Oui. D'abord, je voudrais dire à nos invités que les populations sont dans la dynamique de la collaboration depuis la naissance du terrorisme. Maintenant, je voudrais dire à nos 2 invités, y compris vous, M. Lido Tierno, vous avez vu des alertes de villages entiers qui étaient en danger. Ils ont appelé au secours, ils ont dit, on risque d'être attaqué. Tout autour du village, il y a des mouvements et tout. Ils ont dit, souvent même pendant plusieurs semaines, plusieurs jours. Puis effectivement, l'attaque vient et c'est beaucoup de morts. Maintenant, comment voulez-vous que les populations collaborent? Oui, elles veulent collaborer parce qu'il y va de leur vie. Mais quand on collabore, quand les populations sont l'alerte, il n'y a pas de réaction. Maintenant, si vous êtes un citoyen ordinaire, vous savez que généralement quand vous sonnez l'alerte, il n'y a pas de réaction. Et vous seul vous osez dire, ici là j'ai vu des mouvements. Après vous ne dormez plus. Puisque vous ne savez pas, est-ce qu'ils vont intervenir, ou bien après, on ne sait pas. Donc il ne faut pas jeter le poids sur les populations. Je dis, c'est un gars là, lui des alertes, pas Salmo, il des alertes. Souvent les populations, les associations de ces zones viennent même avoir une fontaine de conférences de préciser, la situation autour de notre village c'est grave. Il n'y a pas de réaction jusqu'à ce que les drames arrivent. Comment vous voulez que les populations soient encouragées à collaborer? Ce n'est pas parce qu'elles sont apatrides ou bien choses. Parce que le risque est là, que vous collaborez, que vous donnez l'information, il n'y a pas de réaction. Mais c'est de l'association. Vous suivez les informations, non? Souvent même les gars appellent depuis un mois ou une semaine, disent chez nous il y a des mouvements, il n'y a rien. Ensuite l'attaque vient. Vous voulez que la population fasse quoi? Et chacun se cache. Si il y a un truc sur chacun se terre et se dit, bon, je vais rester là. Tant qu'ils n'ont pas tué moi, le reste, je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu. C'est ça le problème. Quand les populations alertent, il faut que l'autorité bouge systématiquement. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, M. Daouda Sawargo. C'est vrai que Daouda Sawargo soulève un point très important. C'est vrai que nous qui sommes à Ouaga, parce qu'aujourd'hui on est assis à Ouaga, on dit non, pourquoi les populations ne collaborent pas? Parce qu'à Ouaga, nous n'avons pas tous ces soucis. Nous avons des commissariats, nous avons des postes de gendarmerie à côté. Quelqu'un vient pour vous menacer, vous pouvez rapidement lui dire non. Parce que tout simplement, vous savez que vous avez la gendarmerie autre dans des villages où peut-être le poste de sécurité le plus proche est à 50 km. Alors, l'individu peut-être souvent, il ne collabore pas avec les FDS parce que tout simplement, il se dit, si je fais un geste,
Et en attendant peut-être que les FDS viennent, moi je risque de trépasser, parce qu'on risque de... parce que tout simplement, si les terroristes apprennent d'ailleurs que moi j'échange avec les FDS, ils risquent de venir et s'en prendre à moi. Donc je préfère peut-être me taire. Et justement, c'est ça peut-être ce point que Daouda Sawadgo est en train de soulever. Oui, très bien. Moi je suis d'accord avec ça. Hein. Mais ce que je voudrais préciser d'abord, c'est qu'il faut qu'on inverse la perspective. Oui. Nous, notre perspective là consiste non pas à voir le problème au sein des populations, oui, mais à voir le problème de façon générale. Oui, de façon générale. Et parfois même trouver la provenance du problème au sein des forces de défense et de sécurité. Donc on est en parfaite... L'idée pour nous, c'est pas de dire bon, les populations ne collaborent pas. Non, ce n'est pas ça notre logique. Vous essayez de voir les raisons pour essayer d'en parler. Exactement. On prend cet auditeur, après on revient voir. Donc l'auditeur est reparti, continue. Voilà, donc pour moi, il soulève effectivement deux problèmes sur lesquels nous travaillons. Le premier problème, c'est la capacité des forces de défense et de sécurité à assurer la sécurité des populations. Pour nous, c'est sous l'angle des droits humains, c'est un droit élémentaire. On est dans un état de droit où les populations, entre guillemets, selon une approche sociologique, ont attribué ce rôle-là à une entité beaucoup plus forte que elle. Donc c'est à cette entité-là d'assurer la sécurité des populations. D'accord. Donc la collaboration aussi ne peut pas tenir tant que cet aspect élémentaire-là n'est pas assuré. D'accord, M. Semdé, il y a un auditeur. Allô? Oui, Lido, je reviens. Oui, Aziz Kano. J'ai dit merci aux invités, ils ont répondu aux deux tiers de ma question. Maintenant, le côté où lui, l'invité, M. Semdé ne veut pas accepter, l'entrave ne se situe pas au niveau de la population, c'est plutôt au niveau des forces de l'ordre. M. Semdé n'est pas sans ignorer des cas situationnels en vrac où les gens, comme je tire chapeau d'abord à M. Sawadgo qui a intervenu, des gens ont interpellé les autorités, mais ils n'ont pas réagi jusqu'à ce que l'hécatombe arrive. Le cas de l'Inata récemment, là au moins M. Semdé ne me dira pas que depuis le maire a appelé en partant des CVD, etc., jusqu'à ce que l'opération arrive. Aujourd'hui, si je pose une question à M. Semdé, qu'il y ait une information importante, très préjudiciable à la nation là, est-ce qu'il peut joindre Evra Sonda facilement, le commandant de la gendarmerie? Est-ce qu'il peut joindre facilement Bamouni Didier, le patron du théâtre des opérations? Mais c'est de ça qu'on veut parler. L'armée a fait de sorte que, je vais parler, quand je dis l'armée militaire, gendarmerie, police, de sorte que le citoyen lambda garde une certaine réserve. Il y a eu une opération dont, je crois que c'était à mars, non? Un de la province de Norom qui a informé au commissariat de Ouibia d'un passage à binôme d'environ 40 personnes. Mais 2 semaines après, il a été abattu dans sa cour. Donc, en fait, c'est ce genre de situation qui crée. Je voudrais plutôt qu'eux, ils repartent plutôt vers les forces de défense là, que de venir vers la population. Si au niveau de la population, ils sont rassurés qu'au niveau, quand on donne une information, tu n'encours aucun risque, vous allez voir que ça va être un pléthore de données. Donc il n'a qu'à plutôt, au lieu de s'attacher pleinement à la population, il faut revoir au niveau des FDS. Aujourd'hui, si tu te lèves, tu vas dans un commissariat, tu dis tu veux voir le commissaire, on va te dire c'est pourquoi. Tu dis non, c'est à titre confidentiel. Dans le cadre de l'insécurité, là, tu dis ah bon, il faut que tu dises pourquoi tu veux le voir. Ouais. D'accord. Merci à vous pour cet appel. Je vous repasse la parole. Monsieur Lido, je crois qu'on se comprend. Hein. Je ne sais pas pourquoi les auditeurs, les deux auditeurs, Daouda et M. Aziz, pensent que l'idée pour nous, c'est de mettre la faute sur les populations. On n'a pas dit ça. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut
analyser les problèmes là de façon à trouver les raisons pour lesquelles il y a un problème de collaboration. Et ce que eux ils disent, c'est véritablement des problèmes que nous soulevons et nous discutons entre les forces défensives de sécurité et les OSC locales. Et on l'a fait dans le cadre de nos journées d'immersion professionnelle. Donc, ce sont des problèmes. Il y a un auditeur? Oui, il y a un auditeur. Okay, on le prend, après on revient à vous. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur, c'est quel nom? Gengani Mouaz. Ah oui, monsieur Gengani Mouaz, on vous écoute. Voilà, je salue vos deux invités. Voilà, on revient sur la question de la collaboration. Pour moi, la collaboration, c'est deux côtés. Hein. Ce n'est pas l'armée ou société qu'il faut savoir incriminer. Je pense que la population a aussi sa part de responsabilité. Parce qu'à partir du moment où, quand on parle souvent, c'est les gens qui vendent des carburants. C'est les civils qui vendent des carburants avec les terroristes. Ceux qui partent de vendre la nourriture, les vivres et autres terroristes, c'est des civils. Maintenant, quand les gens parlent, ils prennent un côté pour traiter. C'est pas parce qu'on appeler la police, la gendarmerie ou l'armée. Ça, c'est normal. Mais il y a aussi les civils aussi qui ont leur part de responsabilité. Voilà, dans ce problème. Voilà. Sinon, moi, je pense que le rôle, ce qu'ils ont joué comme rôle, vraiment, c'est très important. Parce que la première mission même des militaires, c'est quoi? Sécuriser d'abord les civils et les innocents. Maintenant, si dans une lutte, les civils, les innocents ne sont pas sécurisés, même si vous tuez des milliards de terroristes, en fait, s'il y a un innocent qui est tué dans tout ça, là, je pense que c'est pas... votre rôle, même votre mission même n'est pas arrivée au bout. Donc moi, je les encourage vraiment à continuer dans cette démarche, vraiment, que certains aussi les appuient. Sinon, à eux seuls ne pourront pas jouer vraiment le rôle. Maintenant, je pense que tous les Burkinabés et pris de justice, vraiment, les accompagnent aussi, pour que la mission des terroristes ou des forces de défense et de sécurité vraiment soit une réussite dans ces localités. Donc, merci beaucoup. Merci à vous, Mouaz. Donc, je reviens à nos invités. Pour ceux qui nous prennent en marche, je rappelle qu'il s'agit de M. Abdoul Wahab Semdé, chargé d'études, Abel Kafando, assistant technique du Centre pour la qualité du droit et la justice. Mais je ne peux pas vous redonner le téléphone, plutôt le micro, parce qu'au téléphone, il y a un auditeur, on l'écoute. Allô? Oui, bonjour, M. Lido. Oui, bonjour, M. Tony. Oui, c'est M. Tony. Bonjour à l'ensemble des auditeurs, bonjour aux invités. Bon, il y a une émission en cours. Bon, on parle de la collaboration des populations et des forces de sécurité, si je ne me trompe pas. Monsieur Semdé, vous pouvez lui répondre? Ah oui, c'est de ça vraiment on parle, sous l'angle de l'expérience du CQDJ dans la région du Sahel. Ah, mais c'est compliqué, c'est très difficile parce que, vous voyez, on a laissé pourrir la suite depuis longtemps. C'est pas maintenant on pourra faire quelque chose parce que d'abord, les populations, au départ, les populations dénonçaient. Mais quand les forces de défense de sécurité viennent, vous savez le nombre, actuellement, vous savez le nombre des forces de défense de sécurité actuellement sur le terrain au Burkina Faso, je ne pense pas que vous avez le nombre. Parce qu'à chaque fois, quand il y a des populations qui se mettent sérieusement, ils font les enquêtes et puis ils disent aux forces de l'ordre, quand ils viennent, ils vont pas rester là-bas. Quand ils partent là, c'est même terroristes qui viennent enlever ces gens pour aller les tuer. Et tu n'es pas protégé. Donc, en ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut jouer. Prochainement, quand c'est resté comme ça, tu fais comme si tu n'es pas au courant de quelque chose. Voilà pourquoi les gens se méfient des fois des défenses de sécurité. On n'est pas un homme. Moi, je crois que votre association a cherché d'abord à dire la vérité d'abord au président d'Amiba pour qu'il n'a qu'à recruter. Le recrutement là, c'est ça qu'on a besoin absolument. Ça, c'est un. Et on a en guerre. Il y a des militaires qui jouent en prison et ils sont payés. À la fin du mois, ils ont leur salaire. Pourquoi ne pas les libérer pour la cohésion sociale et la réconciliation? Les libérer et les placer où? C'est sur le front. Les militaires policiers dont on crie tous les jours, matin, midi, soir. Moi, je crois que votre combat devait être situé vers ces gens-là aussi pour qu'on puisse les ramener dans le rang. Les problèmes aujourd'hui, c'est où? C'est le front. Moi, je connais, quand vous prenez le Sahel, même l'Est, moi, je connais bien l'Est. Dans la preuve de la Tapoy, je connais bien cette zone-là très bien comme ma mère. Mais vous venez chez moi je viens de Nayala. Mais quand vous parlez du département de Gassa, même depuis l'avènement de RTP, j'ai dénoncé le seul commissariat qui est dans le département de Gassa a été attaqué. En son temps, c'était Maxime Corée qui était le de la société, qui ne me trompe pas. Il est sorti, il a dit que non, que les policiers ont repoussé, mais je suis revenu aux antennes, j'ai dit que c'est faux.
Je dis, moi j'ai des parents là-bas, j'ai des amis là-bas, que je communique, il n'y a même pas de force de défense et de sécurité. À l'heure où je vous parle, ce sont ces terroristes-là qui contrôlent les pièces d'identité. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu un détachement militaire là-bas. Ça veut dire qu'on n'est pas en nombre. Moi, je crois qu'il faut chercher d'abord à trouver des gens, tous les radier, ceux qui sont en prison, et puis mobiliser la population comme être dit. La guerre populaire, c'est quoi? Les zones qui ne sont pas attaquées, il faut armer les villageois, il faut armer les zones qui ne sont pas encore attaquées. Et chaque zone qui ne sont pas attaquées là, il faut au moins 2 ou 3 militaires pour former ces gens-là. Et ces populations seront obligées de nourrir ces 3 militaires-là. Et vous leur donnez des calaches avec des munitions. Vous savez pas quand on va finir avec ce projet. C'est comme si Patrick fait là. Moi, je ne vois pas d'ici. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée à vous également. Alors, vous avez la parole, Semde et puis Kafando. Ok. Donc, merci aux auditeurs. Et Mohaz, plutôt Gengane. Donc, lui, il a parlé donc de responsabilité partagée ici. Effectivement, c'est comme on dit, le problème n'est pas uniquement du côté de la population. Et quand vous regardez donc la conjoncture donc de la situation, on est d'accord que donc les forces de défense et de sécurité de leur côté aussi ont leur part de responsabilité. Et c'est pour cette raison que notre approche ici est holistique, donc qui va même au-delà donc des forces de défense et de sécurité et des populations, et aller même donc auprès donc des autres autorités étatiques, comme on parlait de ces plaidoyers auprès des autorités gouvernementales et parlementaires, ainsi que donc auprès donc d'autres services comme la direction, les services des droits humains, de l'action humanitaire, ainsi de suite. Donc pour permettre donc de cerner la problématique et que pour pouvoir dégager donc des perspectives et pouvoir trouver des solutions efficaces à ce que population, lorsque les populations veulent collaborer avec les FDS, qu'elles ne soient plus inquiétées, qu'elles soient rassurées que l'action qu'elles vont accomplir sur le terrain puisse être efficace au bénéfice d'abord pour elles et donc au profit donc des forces de défense et de sécurité. Voilà, alors, ce sont des problématiques les problématiques soulevées par les auditeurs, ce sont des problématiques que nous traitons avec par l'intermédiaire de nos points focaux. La problématique de la protection des informateurs, la problématique de la sécurisation des zones. Nous considérons la sécurité comme un droit de l'homme. Donc, l'État est responsable de la sécurité et nous ne manquons pas d'interpeller l'État sur sa responsabilité. Alors, quand vous parlez, par exemple, de la question je crois que c'est l'attaque de Solhan, oui, l'attaque de Solhan. On a vu une organisation de défense des droits humains comme le Balai Citoyen qui a déposé une plainte contre l'État pour non-assistance à personne en danger. Donc c'est pour rappeler que les organisations de la société civile ne jettent pas la faute sur la population, mais considèrent d'abord que la question sécuritaire relève du rôle régalien de l'État. Donc la protection, il en résulte que la protection des informateurs est de la responsabilité. Et nous discutons avec les populations aussi sur cette question, en discutant avec eux sur les techniques et approches pour maintenir la confidentialité lorsqu'on interagit avec les forces de défense et de sécurité et tout. Donc bon, Monsieur Semde, oui. On va prendre le dernier auditeur à intervenir. Okay. Juste, on va lui donner une petite minute et ensuite vous allez répondre à ces questions. Allô? Oui, bonjour Monsieur Didou. Oui, bonjour Monsieur Ilboudo. Oui, Monsieur Bazimo, oui, voilà, allez-y. Voilà, et bonjour à votre auditeur. Voilà, moi je vais aller droit au but. Vous voyez que si des gens disent que la population ne collabore pas, c'est dès le début. Vous voyez, en ce temps, à cause d'une question de fait, nos militaires partaient bastonner la population et encore, nos forces de l'eau aussi raquettaient la population. Donc tout ça est mis ensemble. Donc ça faisait que la population même avait peur même des militaires. Maintenant quand la chose est arrivée, il y a eu des gens qui ont fait des renseignements et après on les a assassinés. Qui a dit aux terroristes que c'est lui là qui renseigne les forces de l'ordre. Moi je crois que la population aussi est complice de notre situation là. Voilà, il y a d'autres aussi qui travaillent pour les terroristes et il y a d'autres aussi qui travaillent pour les FDS.
Maintenant, ceux qui travaillent pour les terroristes, à mon avis, ils sont mieux protégés que ceux qui travaillent pour nos FDS. Parce que quand il y a un édicte des militaires, 2 ou 3 jours, on attend que vous êtes assassiné. 2 ou 3 jours, on attend. Mais par contre, chez les terroristes, eux protègent mieux les individus. Voilà, qui sont ceux qui montrent le mouvement de nos militaires. Voilà, tout ça là, moi je crois que c'est bien, ils sont au front en train de travailler. Mais ils doivent aussi sensibiliser. Ils doivent faire des tournées comme des politiciens, commencer à sensibiliser la population, commencer à faire des activités pour que eux et puis la population se comprennent quoi. Sinon, moi je crois que les torts sont partagés. Voilà, du côté civil, du côté militaire, voilà, les torts sont partagés. Maintenant, je crois qu'il faut la sensibilisation. Il faut toutes sortes de trucs pour renouveler la confiance. Voilà, quand vous prenez autant de Sankara, bon, il y a des vidéos qui sont là, vous voyez comment ils faisaient. Voilà, moi je crois qu'il faut aller à ces gens de type là, commencer à collaborer avec les gens. Je crois qu'avec ça, il n'y a pas une blague qui se gagne sans collaboration. Il faut qu'il y ait des renseignements. Vous pouvez recruter les gens, les bien armés. Mais s'ils n'ont pas des renseignements, ils vont faire comment pour aller au bout de la chose. D'accord. Merci à vous, Baziemo. Alors, les invités, vous n'avez que 2 petites minutes pour la fin de cette émission. On vous écoute. D'accord, très rapidement. Hein, mais merci pour la parole donnée. Moi, je voudrais dire que la question de la collaboration, nous, au CQDJ, on voit déjà les omissions. Hein. Les gens considèrent que ce sont les omissions des forces de défense et de sécurité qui accentue la question du déficit de collaboration. Mais l'angle d'attaque principal du CQDJ consiste à voir comment réparer les torts causés par les forces de défense et de sécurité dans le cadre de leur mission de sécurisation. On voit que même le fait non seulement le fait de ne pas d'avoir des omissions peut créer le fossé, mais aussi le fait de conduire une action publique qui a beaucoup de dégâts, qui cause des violations des droits humains, peut aussi contribuer au fossé qui existe entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Et c'est à ce titre-là principalement que nous intervenons pour que les populations puissent avoir accès aux institutions, la justice, les services de droits humains, l'action sociale, pour que ces populations puissent bénéficier des services offerts par l'État et pour justement être dans le sentiment d'appartenir à cette république-là et ne pas justement tomber dans la prise des armes. Donc, l'un dans l'autre, cette émission permet de toucher véritablement les problèmes de la collaboration et voilà l'angle d'attaque du CQDJ. D'accord. Kafando, pour terminer, voilà, donc je vais vous dire merci pour cette opportunité que vous nous offrez encore. Voilà, et effectivement, pour terminer, dans la même lancée que Semdé, pour parler donc de la question de l'accès à la justice, voilà, et toutes les fois qu'il y a des violations, voilà, toutes les fois qu'il y a des dommages qui sont causés, donc il faut, pour permettre la tranquillité, la quiétude, il faut que donc ça soit réparé. Mais quand vous prenez la région du Sahel actuellement, on voit que donc c'est une région qui n'a pratiquement plus donc de juridiction. Le tribunal de grande instance de Djibo, fermé depuis 2017 ou 2018, et celle de Dori, voilà, en début 2022. Donc une grande région sans juridiction, ça complique davantage donc la situation et voilà, c'est un frein, voilà, à cette collaboration civilo-militaire. Ok, d'accord. On vous a parfaitement entendu. Merci à Abdoul Wahab Semdé, chargé d'études, Abdel Kafando. Abel pour moi, hein. Chaque fois j'ai dit Abdoul. Bon, Abel Kafando, assistant technique du Centre pour la qualité du droit et de la justice. Vous êtes venu vous entretenir avec nous et nos auditeurs. On vous dit grand merci. On espère vous retrouver d'ici là encore pour un autre sujet. C'est nous qui vous remercions. D'accord. À tous les auditeurs, je dis grand merci pour être restés à l'écoute de cette émission. Je suis Lido Tierno. Je me fais le plaisir de vous retrouver samedi prochain à partir de 8h avec d'autres invités pour commenter l'actualité. Qu'il soit issu du monde politique ou de la société civile, le service de la rédaction de Pulsar accueille un invité, un homme ou une femme qui fait l'actualité. Je suis un démocrate, mais au sens pur du mot, la vraie démocratie. Ce n'est pas celle que nous avons l'habitude de voir où c'est de la corruption. Et j'espère que vraiment, nous trouverons une solution pour que les institutions puissent être fortes et que les hommes ne viennent pas à chaque fois chambouler cela. Je suis pour le fait que la jeunesse soit compétente.
C'est pour le fait que la jeunesse prenne du temps aussi d'apprendre. Je suis aussi pour le fait qu'on puisse démontrer qu'on mérite notre place parce qu'on peut faire aussi. Gros Plan, c'est aussi de l'interactivité avec la possibilité pour les auditeurs de Pulsar de poser directement leurs questions à l'invité du jour. Pour qu'on soit sincère dans ce débat. Quand vous finissez vos enquêtes-là, à qui vous remettez ces dossiers? Toujours les enquêtes en cours, mais jamais de résultats. Est-ce qu'il ne peut pas prendre une grande décision afin que l'autosuffisance alimentaire soit une réalité dans notre pays? Gros Plan, à partir de 8h sur Pulsar 94.8.